laisse encore entrer 3 personnes éventuellement avec billets. Et pour les personnes qui n'ont pas de billets, je leur dis que c'est terminé. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre patience et de votre discipline pour être rentrés presque à l'heure et presque aussi nombreux qu'il y a de sièges, à peine plus. Merci de venir si nombreux pour ces conférences du cycle que nous organisons en parallèle de l'exposition Marie en Syrie. Et je vais sans plus attendre passer la parole à l'intervenant de ce soir, car nous avons pris un peu de retard sur le programme. Merci infiniment à Philippe Quenet d'avoir accepté de nous éclairer sur la naissance des villes en Mésopotamie au 4e et 3e millénaire, un contexte qui concerne donc la naissance de la ville de Marie et son environnement. Philippe Quenet est professeur d'archéologie à l'Université de Strasbourg, d'archéologie du Proche-Orient, à l'Université de Strasbourg, et directeur de l'Institut d'histoire et d'archéologie du Proche-Orient. Et il dirige également un certain nombre de chantiers de fouilles, mais je lui laisse le soin de les présenter s'il le souhaite. Merci à vous et bonne soirée. Bien, bonsoir à tout le monde. Un grand merci d'être si nombreux ce soir. Un grand merci aussi à la BNU d'accueillir ce cycle de conférences qui est censé donner un prolongement à l'exposition qui a lieu en ce moment, qui est censé aussi mettre en contexte un certain nombre des vestiges que vous pouvez découvrir dans l'exposition elle-même. Alors en revanche, au contraire de ce que vous venez d'entendre et de ce que vient de dire Emmanuel, je ne vais pas éclairer la naissance de Marie. Je vais simplement vous donner des éléments qui vous permettront de comprendre comment Marie elle-même a pu émerger dans un monde qui n'était pas forcément favorable d'ailleurs à l'installation humaine, sinon avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'industrie. Alors que je me repère avec tous les petits instruments qu'on m'a donnés, bien, nous allons donc aborder la naissance de la ville en Mésopotamie, aussi bien dans le sud de la Mésopotamie que dans le nord. Le sud, c'est-à-dire le sud de l'Irak, et le nord, c'est le nord de la Syrie et le nord de l'Irak. C'est une invention, la ville, qui se fait entre le 4e millénaire et le 3e millénaire avant Jésus-Christ, dans l'ensemble de cet espace. Alors, je ne sais, oui, bon, c'est un peu pâle, mais peut-être qu'on peut éteindre un peu les lumières. Ça va peut-être, voilà, c'est un peu mieux maintenant. Comme vous l'avez noté, l'exposition est intitulée « Marie en Syrie, renaissance d'une cité ». À ce titre-là, il est bon de se demander ce qu'est une cité, ce qu'est une ville. Je suppose que si vous regardez cette image, qui est une restitution libre de la ville de Marie, la ville 2, aux environs de 2500 avant Jésus-Christ, je suppose que instinctivement, vous allez y reconnaître une ville. Oui, mais pourquoi ? D'abord, sans doute, vous voyez du bâti sur une grande étendue. Ensuite, vous pouvez faire la différence entre des bâtiments monumentaux, plus grands que les autres, et des constructions plus modestes qui pourraient ressembler à des maisons. En réalité, quand on regarde ça, on a sous les yeux une ville qui est très proche des villes que nous connaissons et des villes dans lesquelles nous habitons nous-mêmes. On voit un réseau de rues, un réseau viaire, autour duquel s'organise un bâti complexe. Reste à savoir si c'est suffisant pour
qualifier une ville? Est-ce qu'il faut simplement qu'il y ait du bâti sur une grande étendue, autrement dit un grand nombre d'habitants? Est-ce qu'il faut simplement qu'il y ait des bâtiments plus monumentaux que les autres? Ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte? Alors ça fait à peu près un siècle qu'on se pose la question. Et la définition de la ville a d'abord été aux mains des architectes. Et ça, depuis l'Antiquité. Mais au fur et à mesure, on s'est bien rendu compte qu'il ne suffisait pas de qualifier le bâti, de lui donner tel ou tel nom, qu'il fallait considérer l'ensemble. Et à ce moment-là, les urbanistes ont commencé à s'emparer du projet. Et puis, sont venus également les géographes, mais aussi les économistes, les sociologues, parce qu'en réalité, si nous, dans notre langage courant, on utilise des mots aussi simples que ville, village et hameau, c'est bien qu'il y a une différence entre ces catégories d'établissements. Et cette différence, on la ressent très bien, mais si on ne se pose pas la question, on ne peut pas forcément l'expliquer. Mais il est évident que la ville n'a pas la même fonction qu'un petit village. On va trouver en ville une population souvent différente de celle qu'on va trouver dans des établissements plus petits. Et puis on se rend bien compte également que la ville est en relation avec un territoire. Alors on va voir ça au fur et à mesure, mais la ville c'est d'abord une fonction. Et c'est d'abord un établissement qui fonctionne en réseau. C'est la raison pour laquelle Jean-Claude Margueron, dont on a déjà beaucoup parlé jusqu'ici, avait fort judicieusement dit qu'on ne peut pas parler en réalité d'invention de la ville, mais de l'invention des villes. Parce qu'il ne peut pas y avoir une ville toute seule. Elle fonctionne en réseau. Les villes que je vais vous présenter ressemblent peu ou prou à celles que nous connaissons. En revanche, il faut bien garder à l'esprit qu'une ville peut être très différente de celle auxquelles nous sommes accoutumés. En Amérique du Sud, par exemple, et j'y reviendrai de nombreuses fois, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, on a des villes jardins. Ce sont des villes immenses qui s'étendent sur des kilomètres et dont le bâti est extrêmement dispersé. Et ce sont des villes à l'intérieur desquelles on pratique l'agriculture. Donc ce sont des modèles qui n'ont rien à voir avec ceux dont je vais vous parler, et qui sont nés au Proche-Orient et qui se sont développés pour s'installer également ici en Europe. Donc il faut bien garder à l'esprit que les définitions, ou au moins l'apparence des villes dont je vais vous parler, sont propres à une région du monde et à une période, même si cette période, comme vous allez le voir, s'étend du 4e millénaire jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était un exemple tiré de la cité de Calakmul, au Mexique. Il s'agit d'un relevé lidar. Alors, vous pouvez voir, comme vous le voyez précédemment sur l'image de la restitution de Marie, vous pouvez voir des bâtiments manifestement monumentaux, avec autour des bâtiments tout aussi impressionnants, mais plus on s'éloigne du centre officiel et religieux, et bien plus on a des petits regroupements de maisons qui sont espacés par des jardins, des champs, etc. L'autre question capitale, c'est pourquoi la ville, après tout? Pourquoi inventer la ville? Pourquoi les êtres humains, à un moment donné, ont vécu dans des villes? Ça ne va pas de soi. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté dans des villages? Alors pour le comprendre, il suffit de regarder d'un œil un peu acéré ces deux images. Vous avez ici une carte qui représente une partie de ce qu'on appelle le bec de canard en Syrie, c'est-à-dire l'extrême nord-est de la Syrie.
Dans cette zone-là, il y a un site qui est devenu très important à partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui est le site de Tell Leilan, qui est ici. Les prospections archéologiques ont permis de déterminer que ce site majeur, cette métropole, cette capitale, était entouré de sites un peu plus modestes. Alors là, vous regardez la taille des pastilles. Donc Leilan, c'est la pastille la plus grosse, ça porte le numéro 1. Et puis, il y a des pastilles intermédiaires et de plus en plus petites. Donc on voit un territoire sur lequel on a un site majeur, entouré de sites secondaires, eux-mêmes entourés peut-être de sites tertiaires et quaternaires. Pourquoi cette hiérarchie? Et cette hiérarchie, elle existe encore de nos jours. Il y a bien des villes, des petites villes, des bourgs, des villages, des lieux-dits, des hameaux. La raison, une des raisons en tout cas, c'est que ces villes, elles apparaissent dans des paysages qui permettent une économie agro-pastorale pour l'essentiel. Mais on y reviendra en conclusion. Pour tous les habitants d'un établissement, eh bien, il va falloir produire une nourriture suffisante qui va assurer la subsistance. Si vous êtes un petit village réunissant quelques centaines de personnes, alors il y aura autour du village, il y aura pâturage et champs qui vont permettre à tout le monde de se nourrir. Et pour tout être humain à peu près raisonnable, eh bien, il est hors de question de voyager plus d'1 heure pour aller cultiver ou pour aller s'occuper de ses bêtes. Très bien. Mais à partir du moment où vous avez 5000 personnes dans l'établissement, où vous en avez 10 000, 20 000, à partir de ce moment-là, les 1 heure, ça n'est plus possible. Le périmètre cultivé autour de l'établissement ne va plus être assez important pour nourrir tous les habitants. Il va donc falloir sous-traiter. On va sous-traiter auprès d'établissements plus petits, qui eux-mêmes vont assurer l'exploitation des champs pour eux-mêmes. Ils vont produire un surplus qu'on va envoyer vers les établissements plus grands. Et de cette manière-là, les habitants de ces établissements plus importants vont pouvoir eux-mêmes se nourrir. Donc c'est à partir de ce moment-là que les établissements ne vont plus être autosuffisants. Alors maintenant, pourquoi les gens vont se réunir? Alors ça, il peut y avoir de bonnes conditions climatiques, il peut y avoir des conditions économiques, politiques, sociales, qui font qu'à un moment donné, il y a des regroupements plus importants qui se font. Ah non, c'est pas celui-là. Voilà. Quand on est la ville maintenant? Alors ça, la chose est relativement claire en général, mais extrêmement floue dans le détail. Là, il faut vraiment que vous ayez en tête que ce que je vais vous dire, à la fois les questions et les quelques réponses qu'on a, ne consistent qu'en bribes. Imaginez-vous qu'on ait un puzzle de 5000 pièces et historiens et archéologues travaillent sur 5 pièces de ce puzzle. Et il faut qu'ils essaient de reconstituer l'ensemble. Et encore, la situation est pire que ça, c'est qu'on ne sait même pas de combien de pièces est fait le puzzle au départ. Hein? Donc, il faut vraiment que vous preniez les informations que je vais vous donner avec beaucoup de recul. Alors, pour savoir quand est née la ville, il faut un peu se repérer dans le temps. Les périodes que nous allons couvrir dans le nord et dans le sud de la Mésopotamie, ce sont d'abord les périodes dites d'Obeid et d'Uruk. Alors, pardonnez-moi, c'est en
C'est en anglais, mais bon, c'est à peu près la même chose en français. L'Obeid, ça va à peu près de la fin du 7e millénaire jusque vers 4000 avant Jésus-Christ. La période d'Uruk va s'étendre grosso modo de 4000 jusque vers 3000 avant Jésus-Christ, peut-être, enfin certainement un peu avant. Alors, je reviendrai au fur et à mesure sur ces périodes, hein, c'est juste pour que vous ayez les noms en tête. Après la période d'Uruk, on a une période intermédiaire, apparemment beaucoup plus capitale que ce qu'on le croyait jusqu'ici, qui s'appelle la période de Jemd Nasr, mais je n'en parlerai pas en tant que telle. Et puis dans le sud mésopotamien, une période qu'on appelle la période des dynasties archaïques. C'est la période durant laquelle Marie va fleurir, en fait. Et puis la période akkadienne, et enfin ce qu'on appelle la période d'Ur III. Et là, on a tout le 3e millénaire devant les yeux. Donc voilà, Obeid, Uruk, dynasties archaïques, et puis surtout période d'Akkad, Ur III. Mais pour ce qui est de nous, nous allons nous arrêter à peu près au milieu du 3e millénaire, vers 2500, puisqu'au-delà, on n'est plus dans l'invention ou l'apparition de la ville, on est juste dans le prolongement de ce qui a été une invention déterminante pour l'humanité. Et déterminante, la preuve, c'est que nous-mêmes vivons aujourd'hui majoritairement dans des villes. Alors commençons par le commencement. La période d'Obeid. Cette période-là, c'est une période qui appartient au néolithique. Autrement dit, nous n'avons pas au chalcolithique. On commence tout juste à utiliser le cuivre. Cette métallurgie-là, ces techniques métallurgiques commencent tout juste à se mettre en place à l'époque. Il s'agit pour l'essentiel de communautés villageoises qui fonctionnent sur une économie qui est agro-pastorale. Donc on cultive et on élève. Ça fait déjà longtemps qu'on a domestiqué à la fois un certain nombre d'espèces végétales et animales. Et puis la période se caractérise surtout par une céramique peinte, plutôt de bonne qualité, et qui, au fur et à mesure, va, disons, perdre en qualité esthétique. Et on passera ensuite à la période d'Uruk. Alors, un des exemples de cette céramique peinte, c'est une petite jarre, donc une jarre miniature. Et au début de la période, la poterie va être couverte de décors, ce qui veut dire qu'on passait quand même beaucoup de temps à produire cette céramique. Et puis au fur et à mesure du temps, ce décor va devenir de plus en plus évanescent et ne va apparaître que sur la partie supérieure des céramiques. Donc nous sommes là entre le 6e et le 5e millénaire avant Jésus-Christ. Alors à quoi ça ressemble un établissement obéidien? C'est d'abord un village. C'est un village qui est habité par des paysans, des familles qui travaillent la terre, qui élèvent des animaux. Et ce qui est très important à l'époque, c'est qu'on voit apparaître un type de maison qui est tout à fait déterminant, ce type-là va se transmettre pendant des millénaires. Nous sommes ici sur le village de Tel Awaili. Nous sommes au tout début de l'Obeid. On est certainement vers 6000 avant Jésus-Christ. En ce moment, les fouilles ont repris sur le site et on attend avec beaucoup de curiosité et d'impatience les résultats qui sont en train de sortir année après année et qui vont nous renseigner beaucoup plus précisément sur cette période initiale de l'Obeid, dont d'ailleurs il commence à se dire que ce n'est même pas de l'Obeid. Donc nous sommes à Tel Awaili, et sur ce site-là ont été mis au jour des bâtiments, dont vous voyez ici le plan. Il y a une grande salle centrale qui est flanquée de pièces annexes,
avec un schéma de circulation complexe. Vous avez ici une photo de fouille. Vous voyez que dans la salle centrale, on a des piliers qui soutenaient les poutres du toit. Ces maisons sont grandes. Vous voyez l'échelle. Et elles avaient certainement, peut-être même dès cette époque, un étage. Dans la suite de l'Obeid, on va avoir des maisons, mais des maisons tout ce qu'il y a de plus banal pour tout le monde, qui font une bonne centaine de mètres carrés au sol. Donc autant dire qu'il vaut mieux être un paysan obeidien qu'un habitant de Strasbourg aujourd'hui appartenant à la classe moyenne. Un autre exemple, c'est le site de Tel Abada. Alors c'est un site qui se trouve au nord de Bagdad, au nord-est, dans la vallée de la Diyala. Et ce site-là est particulièrement intéressant parce qu'on n'y a pas seulement trouvé des maisons isolées, mais des groupes de maisons. C'est-à-dire qu'on a là sous les yeux quasiment un village entier, au moins la moitié d'un village. C'est-à-dire qu'on se rend compte comment les maisons étaient organisées entre elles. Ce qu'il est très important de noter ici, c'est premièrement qu'on retrouve nos maisons vues antérieurement, qu'on appelle des maisons tripartites, parce qu'il y a toujours cette grande salle centrale avec les pièces annexes. Et vous voyez que les maisons sont disposées les unes à côté des autres, sans schéma d'implantation particulier. Chacun bâtit sa maison où il veut. Et avec tout de même des maisons plus vastes, plus complexes que les autres, notamment celle-ci, qui était certainement la maison du chef du village, pour de nombreuses raisons que je ne développerai pas ici. Donc voilà à quoi ressemble un village obeidien. C'est très différent de ce que seront les villes ensuite. Donc gardez ça en mémoire. Et puis maintenant, un autre site capital, sur lequel cette fois a été découvert une maison qui a été détruite par un incendie. Alors, les catastrophes sont le bonheur des archéologues. Pensez à Pompéi. Parce que les catastrophes figent l'instant. Donc quand cette maison a été incendiée, elle s'est effondrée sur elle-même et tout le matériel qu'il y avait à l'intérieur est resté à son emplacement d'origine. C'est comme une capsule temporelle. Cette maison a donc permis de savoir comment fonctionnait une maison obéidienne. On sait que la salle centrale était réservée aux activités communes et plutôt laissée libre. Donc une sorte de salle commune. Comme c'est toujours le cas en Orient aujourd'hui, il y a toujours une salle vide, et c'est généralement la salle de réception. C'est celle où on reçoit les gens du dehors. Et puis d'autres pièces dans lesquelles on a, par exemple, une cuisine, des pièces de stockage et des pièces où on se livre à des activités artisanales. Alors vous avez ici les restes d'un escalier dont on ne sait trop s'il montait à un étage habité, c'est tout à fait possible, ou s'il montait jusqu'au toit, et simplement jusqu'au toit qui, jusqu'à l'époque moderne, dans beaucoup de pays, servent à des activités artisanales également, et quelquefois même à du stockage pour certaines denrées tout à fait particulières. Donc toits, terrasses, évidemment, qui sont spécifiques des climats extrêmement arides. Pas besoin d'avoir un toit à double pente pour que l'eau s'écoule ou pour que la neige ne s'accumule pas sur le toit. Non, il pleut si peu que ça n'est pas la peine. Donc voilà ce qu'on a à l'Obeid, sur 3 sites. Donc Tel Awaili, Tel Abada et Tel Matrour.
rien là qui fasse penser à ce qui est pour nous l'image de la ville. Et pourtant, à l'extrême fin de l'Obeid, on commence à voir apparaître dans ces établissements des bâtiments monumentaux. C'est-à-dire qu'on n'a plus seulement des greniers, des maisons, mais on voit apparaître des bâtiments qui ont une autre fonction. Et une fonction qui n'est pas une fonction d'habitation, pas une fonction de stockage. Ces bâtiments ont manifestement une fonction communautaire. C'est là que les gens, peut-être, se retrouvent. En tout cas, les bâtiments en question, tout en partageant des caractéristiques avec les maisons antérieures, commencent à montrer des particularités qu'on ne connaissait pas antérieurement. Nous sommes ici, par exemple, sur le site d'Abou Shahrein, dont par la suite, on saura qu'il s'appelle Eridu. Entre la fin du 4e et le 3e millénaire, on sait que le nom ancien de cette ville-là, c'était la ville d'Eridu. Est-ce une ville à l'époque d'Obeid? On n'en sait strictement rien. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on voit apparaître ce type de bâtiment. Alors en quoi sont-ils particuliers? Il y a eu un sondage profond qui a été pratiqué dans la deuxième partie des années 40, avec 19 niveaux. Le niveau 19, c'est la Terre Vierge. Le niveau 18, on voit apparaître une petite architecture. Et puis, à partir du niveau 11, nous sommes dans la deuxième partie de l'Obeid, on voit apparaître des bâtiments, alors qui, manifestement, partagent le même plan que celui des maisons, c'est-à-dire des bâtiments tripartites. On voit très bien ici le grand hall central. Mais à la différence des maisons, alors ils sont beaucoup plus étendus, les murs sont beaucoup plus massifs, et désormais, on a une décoration de redans à l'extérieur. Et cette décoration, c'est ce qui par la suite sera tout à fait typique en Mésopotamie, dans l'ensemble de la Mésopotamie, des bâtiments à la fois religieux et des palais. Pour cette époque-là, on ne sait pas exactement quelle était la fonction de ces bâtiments. On sait seulement ce qu'ils n'étaient pas. Mais vu qu'apparaissent dans ces bâtiments des installations qui, par la suite, seront tout à fait spécifiques des temples, comme des podiums, etc., eh bien, on suppose qu'il y avait dans ces bâtiments des cérémonies particulières qui servaient à maintenir, disons, la cohésion dans la société et l'homéostasie sociale. Dernière caractéristique tout à fait capitale, ces bâtiments sont construits sur un socle surélevé. Et ça va être promis à un bel avenir dans la suite de l'histoire mésopotamienne. Sachant qu'ici, par exemple, on a c'est le temple du niveau 7, ça correspond à ce plan-là. Mais au niveau supérieur, on a déjà une terrasse qui fait un peu plus d'1,50 m, avec un escalier qui commence certainement à se monumentaliser. Nous sommes là à la fin du 5e millénaire. Et donc on voit qu'on est passé de simples villages avec des maisons et des greniers à des établissements déjà plus vastes. Eridu, à l'époque, fait certainement une 20aine d'hectares. Alors, une étudiante en master qui n'a pas pu venir ce soir travaille sur le sujet. On essaie de déterminer la superficie d'Eridu à la fin de l'Obeid. Certainement une 20aine d'hectares, c'est déjà pas mal. Et dans ces établissements-là, on commence à avoir des bâtiments monumentaux. Donc les Legos commencent à se mettre en place au fur et à mesure pour qu'au 4e millénaire, on passe vraiment à la ville. Le 4e millénaire, c'est l'époque d'Uruk.
Alors, le marqueur de l'époque d'Uruk, ce sont ces bols. Pardon ? Ah oui, pardon. Voilà. Désolé. Non, voilà. Le marqueur de cette époque, ce sont ces bols affreux qu'on appelle en anglais et dans les milieux archéologiques les beveled rainbows, autrement dit ce qu'on appelle nous les BRB, qui ont été retrouvés par millions sur les sites mésopotamiens qui ont été occupés à cette époque, qui sont fabriqués à la chaîne, mais qui sont franchement ce qu'on a produit de plus détestable en céramique dans tout le Proche-Orient depuis l'invention de la céramique. Mais en tout cas, c'est bien pratique parce que quand on en découvre, on sait que le site a été occupé au 4e millénaire. Il suffit d'en voir quelques tessons sur le sol, on se dit « Ah bah tiens, c'est Uruk ici ». Il y avait des gens qui vivaient là au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors cette époque-là, par rapport à l'Obeid, les gens là vont franchir un pas. C'est à cette époque-là qu'on voit vraiment apparaître des villes telles que nous les connaissons nous maintenant. La ville qu'on connaît le mieux, c'est la ville de Warka, dont on sait que plus tard elle s'appellera Uruk, ou plutôt Unug, mais c'est le nom Uruk que vous trouverez dans tous les bouquins. Ce site d'Uruk se trouve dans le sud de l'Irak et il a été fouillé dès le tout début de l'archéologie orientale, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle. À l'époque comme maintenant, si vous allez à Uruk, vous pouvez difficilement imaginer qu'il y a eu là une métropole gigantesque, tout simplement parce que le paysage est totalement lunaire et poussiéreux, avec des petites bosses ici et là, et il est vrai quand même les restes d'une ziggourate, mais on reviendra là-dessus. Au fur et à mesure des recherches, les périodes d'occupation du site ont pu être déterminées. En réalité, comme on va le voir, il est occupé depuis l'Obeid, et il sera occupé jusqu'à l'époque islamique, donc sur des milliers et des milliers d'années. Et ce qui a intéressé les chercheurs qui ont fouillé là-bas, ce sont les Allemands qui s'y sont installés au début du XXe siècle, après quelques fouilles anglaises au XIXe, c'est de déterminer l'emprise de l'établissement urukéen. Alors pour cela, comment s'y prend-on en archéologie ? Eh bien, tout simplement, on ramasse des tessons de céramique sur le sol, on les date et on voit sur quelle superficie les tessons d'une période donnée sont présents. Donc ce que vous voyez ici entouré d'un trait rouge, c'est la zone sur le site d'Uruk dans laquelle la densité de tessons de l'époque d'Uruk est la plus grande. On présume donc que l'occupation urukienne, bien, elle était dans cette zone-là. Alors, ça ne veut pas dire que l'établissement urukéen était un patatoïde informe comme on le voit ici. Ça veut simplement dire que l'occupation urukienne était concentrée dans cette zone. Et ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que cette zone, elle fait 250 hectares. Ça correspond à quoi, 250 hectares ? Ça correspond par exemple à Paris, sous Philippe Auguste. Ça correspond à Athènes, sous Périclès. Sauf que là, nous sommes au milieu du 4e millénaire. Voilà, donc il y a une petite avance qui a été prise en Mésopotamie par rapport à la ville. Uruk, dans les périodes postérieures, est entouré d'un rempart qui a été mis au jour. Pour l'Uruk, non.
comme je vous l'ai dit, comme c'est occupé sur des millénaires, eh bien, les couches les plus récentes ont en fait oblitéré, masqué les couches les plus anciennes. Et s'il y a eu un rempart à l'Uruk, eh bien, pour l'instant, il n'a pas été mis au jour. En revanche, il est très intéressant d'aller voir ce qu'on appelle la glyptique, autrement dit tout ce qui concerne la sigillographie. Et Uruk a livré une empreinte, qui est celle qui est ici à l'extrême droite, sur laquelle on voit un bâtiment massif, au sommet duquel on voit des merlons ici, à degrés, et derrière des personnages. Qui plus est, on a ici l'ébauche d'une porte. Et on a bien l'impression qu'on est là, eh bien, un rempart qui pourrait être une évocation du rempart d'Uruk au IVe millénaire. Et il y a toutes les raisons de penser que la ville était ceinte par un rempart, comme nous allons le voir dans quelques secondes. Donc une ville de 250 hectares, entourée d'un rempart. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Alors Uruk a été fouillé sur quasiment un siècle. Donc on a quelques données quand même à se mettre sous la dent, et les Allemands ont merveilleusement travaillé sur ce site. Avant de vous présenter les bâtiments qui ont été mis au jour, je vous propose d'abord de vous repérer. On a donc ici la zone probablement urukéenne qui s'organise autour de deux centres monumentaux. L'un est appelé le secteur de Leana. C'est un secteur religieux qui est dédié à la déesse Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre. Et puis il y a un second secteur, non loin, qu'on appelle le secteur de la Ziggourate d'Anou, pour la bonne raison qu'à une époque très récente, il y a une tour à degrés dans cette zone qui est consacrée au dieu Anu. Donc d'un côté, Inanna, de l'autre Anu, mais ça, ce sont pour des périodes qui sont postérieures. Inanna, Inanna encore, ça fonctionne pour le IVe. Mais Anu, là, on n'a absolument aucune idée sur le dieu qui aurait pu être révéré dans cette zone au IVe millénaire. Donc on va aller d'un secteur à l'autre, et je vais pouvoir vous montrer quels sont les bâtiments désormais qui sont caractéristiques de ces villes mésopotamiennes. Dans le quartier de la Ziggourate d'Anou, on a des niveaux obéidiens. Alors ça tombe très bien parce que ça permet de faire le lien avec Eridu. Et les bâtiments obéidiens qui ont été mis au jour sont d'un type bien connu, à savoir le type tripartite, avec des podiums et souvent même ici une installation dans laquelle on faisait du feu. Et puis, dans les niveaux les plus profonds, des terrasses qui supportaient des bâtiments de ce genre-là. Donc là, on a vraiment le lien avec Eridu, pas de problème. Mais ça, c'est pour l'Obeid. À l'Uruk, eh bien, on bâtit des terrasses de plus en plus hautes qui vont faire jusqu'à 10, 15 mètres de haut, au sommet desquels vont culminer des bâtiments religieux qui vont toujours ressembler à ceux de l'époque d'Obeid, qui vont être tripartites. Parmi ces bâtiments, l'un d'eux était particulièrement bien conservé. C'est le bâtiment qu'on appelle le Temple Blanc, pour la bonne raison qu'il était entièrement plâtré et qu'il était blanc à l'intérieur, à l'extérieur. Et il était bâti au sommet d'une terrasse qui faisait à peu près 12 mètres de haut. Alors vous avez d'un côté la photo des fouilles qui vous montre ce qu'il reste de cette gigantesque terrasse.
entièrement faite de briques crues, avec le bâtiment au sommet, et puis cette rampe d'accès que vous voyez là dans la restitution 3D qui permettait de monter jusqu'au bâtiment lui-même. Donc ça, c'était au cœur d'un des quartiers de la ville d'Uruk. Malheureusement, on ne sait pas à l'époque ce qu'il y a autour. On ne connaît que ce bâtiment-là, quasiment. Du côté de Leana, c'est-à-dire du côté du quartier de la déesse Inanna, des bâtiments un peu différents ont été mis au jour. Ce sont des bâtiments de très grande dimension, qui tous, encore une fois, ont un plan de type tripartite, comme vous le voyez là, grande salle centrale, etc. Sauf ce bâtiment-là qui est un peu particulier. Et avec désormais des bâtiments monumentaux qui ne sont plus seulement isolés, mais qui peuvent se grouper autour d'une cour selon un modèle qui sera extrêmement courant dans le siècle qui suit avec les palais. Et si vous allez voir l'exposition, ou si vous l'avez déjà vu, eh bien le palais de Marie lui-même est organisé autour de cours de ce genre-là. Dans ce même quartier, non loin du grand bâtiment que j'ai illustré précédemment, c'est celui-là, se trouve une cour entièrement décorée de ce qu'on appelle des cônes, dont voici quelques exemplaires ici qui sont conservés à la BNU. Des cônes de différentes couleurs et qu'on va agencer pour produire des motifs géométriques sur les murs. Donc ils vont être montés par assises et soudés entre eux grâce à un mortier de terre tout simplement ou quelquefois du plâtre. Donc on a ici une très belle aquarelle d'un des fouilleurs d'Uruk, c'est Walter André. On sait que c'est de lui parce qu'il avait un monogramme ici A. Et ce qu'il nous montre ici, ce sont ces demi-colonnes engagées, donc décorées de ces cônes qui forment des losanges, des zigzags. Et dans cette cour, il y avait aussi une sorte de perron avec deux escaliers de chaque côté, avec ici également ce décor coloré de cônes. Et en réalité, à l'Uruk, et à Uruk même, tous les grands bâtiments monumentaux sont décorés de ces cônes qui, eux aussi, se retrouvent par dizaines de milliers sur les sites qui sont occupés à l'époque. Le problème d'Uruk, c'est qu'on n'y trouve pas de maisons. Les quartiers fouillés, les zones fouillées à Uruk, qui ont réussi à atteindre les niveaux du 4e millénaire, n'ont livré que des bâtiments monumentaux. Alors ils sont magnifiques, fort bien, et on se rend compte qu'à l'époque, ce sont des hectares entiers qui sont couverts par ces bâtiments-là, qui ont certainement eu une politique à la fois religieuse et politique, une fonction religieuse et politique. De toute façon, c'était la même chose à l'époque, il n'y avait pas de différence. Mais on n'a pas de quartier d'habitation. Donc dans quoi vivaient les Urukéens ? Alors pour le savoir, il faut se déplacer plus au nord. Il faut sortir du sud mésopotamien. Pour une raison qu'on a découvert au fur et à mesure des recherches archéologiques, c'est que la culture urukéenne s'est exportée, pas seulement sa culture. On va trouver des établissements qui vont montrer exactement les mêmes vestiges matériels à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Il y a des Urukéens venant du sud de la Mésopotamie qui ont émigré et qui se sont installés ailleurs. Alors ça, dans l'histoire humaine, c'est extrêmement fréquent. Il suffit ne serait-ce que de penser à la grecque archaïque et à la diaspora.
avec tous ces Grecs qui sont allés s'installer en Asie mineure, qui ont fondé des cités parce qu'ils vivaient eux-mêmes dans des villes, donc ils ont fondé des villes ailleurs. Le processus est totalement pacifique, sans guerre. Ce sont juste des gens qui partent d'un endroit pour aller s'installer dans un autre, alors que les régions où ils arrivent sont déjà habitées. Et parmi les plus beaux établissements qu'on connaisse de cette diaspora urukienne, il y a le site de Habouba Kabira. Alors il se trouve loin d'Uruk. Uruk, oui, c'est ici. Et nous sommes ici sur le grand coude de l'Euphrate en Syrie, non loin de la Turquie. Ça a été une découverte tout à fait inattendue, tellement inattendue que quand les concessions de fouilles ont été données, on a donné une concession à l'équipe allemande pour cette partie-là, et on a donné cette petite butte à une équipe belge. On ne savait même pas, avant les fouilles, qu'en fait il s'agissait d'un même et grand établissement dans lequel on reconnaît le quartier monumental sur terrasse, comme c'est le cas du Temple Blanc, et des quartiers d'habitation qui composent évidemment la majorité de l'établissement, qui était entouré par un rempart. Donc il n'y a pas de raison, si Habouba, à des milliers de kilomètres, était entouré d'un rempart, alors la métropole devait l'être aussi. Les maisons, désormais, sont d'un type nouveau. Elles respectent toujours l'ancien schéma, tripartite. Il y a toujours une pièce centrale autour de laquelle s'organisent les autres pièces. Seulement désormais, on voit que c'est dédoublé. Il faut sans doute imaginer qu'à l'époque, on sépare la partie réservée aux étrangers à la partie qui est réservée à la maisonnée elle-même. Donc on ne fait plus rentrer les étrangers dans la même partie de la maison que là où vivent les habitants, donc la famille. Donc ce sont des maisons qui sont organisées autour d'une cour centrale. Donc ça c'est le modèle qui va se perpétuer ensuite et jusqu'à nos jours. La maison arabe ou la maison grecque ou la maison romaine sont à peu près sur le même schéma. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Habouba est une ville. Mais à la différence d'Uruk, Habouba est fondée à partir de rien. Les Urukéens arrivent avec armes et bagages et ils vont fonder cette ville. Elle a vécu quelques centaines d'années. Alors quand on regarde l'évolution du bâti, en partant du plus récent pour aller jusqu'au plus ancien, eh bien, voilà les parcelles occupées par les maisons au milieu de l'histoire de la ville. Et si on jette un œil même rapide, on se rend compte que ces parcelles, au fond, elles sont à peu près égales. Donc si on remonte dans le temps, on pourrait très bien imaginer qu'au moment où la ville a été fondée, des parcelles identiques aient été distribuées aux colons, sur lesquels ils ont construit leur maison, et puis le temps passe, les familles s'agrandissent, certaines familles disparaissent, on annexe le terrain du voisin, etc., etc. Donc au départ, un plan extrêmement régulier qui, avec le temps, va se déstructurer. Il faut un peu s'imaginer ces colons, comme lors de la conquête de l'Ouest, regarder des photos de la conquête de l'Ouest, comment on bâtissait les villes neuves de l'époque. On plante des piquets en terre, on définit une route principale, on plante des piquets et on dit, voilà, tous les 10 mètres, il y a un piquet, et entre chaque piquet, chacun fait sa maison. C'est à peu près ça qui se passe à Habouba. Et il est bien possible aussi que
on ait défini des axes principaux pour pouvoir circuler dans l'établissement, qu'on ait défini l'emplacement du quartier monumental, bref, qu'on ait adopté un plan modulaire. On a des modules, un module pour l'emplacement de la maison, un module pour l'ensemble du plan de la ville, mais on reviendra plus tard en conclusion là-dessus. Donc dans le sud mésopotamien, l'affaire est entendue. À la fin du 4e millénaire, il y a des villes qui sont gigantesques, comme peut l'être Uruk, 250 hectares, avec des quartiers d'habitation, des quartiers artisanaux, des quartiers officiels, religieux, etc., parfois plusieurs. Très bien. Ça, c'était pour le sud. Que se passe-t-il dans le nord ? Vous en avez déjà une petite idée parce que je vous ai montré à Bouba Kabira. Les Urukéens ont exporté dans le nord de la Mésopotamie le modèle de la ville. Oui, mais alors, ce modèle, en fait, n'a pas pris. C'est-à-dire que quand les Urukéens sont partis du nord mésopotamien, c'est vers 3100 avant Jésus-Christ, quand ils ont disparu du paysage, eh bien les villes ont aussi disparu du paysage. C'est-à-dire que les gens sur place, à l'époque, ça ne correspondait pas franchement à leurs besoins. Ils n'avaient pas besoin de villes. Donc très bien, les Urukéens vivaient dans ce qui ressemblait à des établissements urbains, mais alors eux, c'était pas leur affaire. Et donc quand les Urukéens se retirent, et quand cette culture mésopotamienne se recentre sur le sud de l'Irak, eh bien dans le nord, il n'y a plus de ville. Il va falloir attendre 1 ou 2 siècles avant que des villes réapparaissent dans cette zone. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'au fur et à mesure de l'émergence des villes dans le nord mésopotamien, eh bien le nord va prendre des contacts avec le sud et va s'en inspirer, tout en restant très original dans les formules qu'il va mettre en œuvre. Alors parmi les sources d'inspiration, eh bien, il y a notamment toute la culture matérielle, tous les objets qui étaient en usage dans les élites du Sud, y compris ces petites statuettes, dont vous verrez quelques exemplaires dans l'exposition. Ces statuettes-là, elles viennent d'un site qu'on va voir dans quelques secondes, qui est le site de Tel Khouera. Mais si on les avait trouvées dans le sud mésopotamien, franchement, on aurait trouvé ça tout à fait normal. Donc on va voir des cultures locales dans le nord qui vont adopter certains traits de culture du sud, et notamment pour ce qui est des milieux des élites. Il y a une espèce d'élite internationale qui commence à se former à l'époque. Les villes du nord ne ressemblent au départ en rien à celles du sud. Pendant le mandat français, après la Première Guerre mondiale, donc vous le savez, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et la France se partagent le Proche-Orient. La Grande-Bretagne prend l'Irak, la Palestine, la France prend le Liban et la Syrie. On installe sur place un service des antiquités. C'est un des premiers à se mettre en place, avant même en France. Et on explore la Syrie. Alors, les buts sont louables, ils sont en grande partie scientifiques. Mais enfin, quand on survole le nord-est de la Syrie, c'est pas seulement pour voir s'il y a des monticules qui trahissent une présence humaine d'il y a 4000 ans. C'est aussi pour cartographier et puis savoir ce qui se passe là-bas et tenir le joug sur les populations locales. Bon, toujours est-il que un siècle après, quand on voit les photos, on est très content de voir à quoi nos devanciers ont eu affaire. Et la photo que vous voyez en bas à droite, c'est la photo d'une de ces villes syriennes du 3e millénaire,
Alors vous voyez qu'il y a une butte centrale et puis une espèce d'anneau qui l'entoure. Donc c'est une forme un peu d'œuf au plat, hein, ou de soucoupe volante qui se serait écrasée, je ne sais pas. Et quand vous voyez ça au sol, ce que vous voyez, c'est effectivement la butte centrale, avec ici une partie plus haute, hein, dont la butte émerge. Donc ça, c'est le site de Tel Beidar, dont on sait qu'elle s'appelait Nabada, grâce aux textes qui ont été découverts. Donc il suffit de comparer ça à Habouba pour se dire « Ah oui, mais ça n'a rien à voir, c'est circulaire cette histoire-là. Comment c'est possible ?» Autant les premières images ont été obtenues dans l'entre-deux-guerres du siècle dernier, autant la fouille n'a commencé que beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans les années 50. Et là, on a enfin vu à quoi ressemblait le tissu urbain de ces villes-là, qu'à l'époque on pensait du 1er millénaire avant Jésus-Christ, alors qu'elles sont du 3e. Alors un des sites qui a donné les résultats les plus impressionnants, c'est le site de Tel Huera, c'est celui dont viennent dans les petites statuettes que je vous ai montrées. Il présente exactement la même configuration que Tel Beidar, à savoir que nous avons ici une grande butte centrale, avec ici une dépression, et là une espèce de crête, hein, qui borde l'ensemble du site, c'est ce qu'on voit ici, avec la butte centrale qui dépasse, hein, de cette élévation-là. Les fouilles commencent dans les années 50, et on se rend compte très vite, premièrement, que ce sont des villes très anciennes, et deuxièmement, qu'elles comportent tous les éléments auxquels on s'attend dans une ville, des quartiers d'habitation, des quartiers artisanaux, des quartiers monumentaux, et bien sûr, des remparts. Et ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que les archéologues allemands, encore, ont pu déterminer comment ces villes avaient évolué. On sait désormais que le centre de la ville ici était entouré d'un rempart et que ça, c'est le cœur de la ville historique. Au début, il n'y a rien autour. Il y a juste le centre ici. Cette partie de la ville évolue. C'est pour ça que nous avons une butte au centre. Les couches d'occupation s'accumulent, les gens construisent des maisons, une maison en terre crue, comme ça se fait dans ces régions, ça dure 50 ans. Au bout de 50 ans, on rase, on laisse 50 cm, 1 mètre, on reconstruit. Donc, si ça se passe tous les 50 ans, au bout de 300 ans, évidemment, vous avez plusieurs mètres d'occupation humaine qui s'accumulent. Donc pendant qu'on vit ici, entre les remparts, eh bien, le niveau général de la ville s'élève. Et puis à un moment donné, eh bien, on est à l'étroit dans les murs d'origine. Parce qu'il y a de plus en plus de monde. Le 3e millénaire, partout en Mésopotamie, représente un optimum climatique. C'est beaucoup plus humide à cette époque-là. Donc il est plus facile d'y vivre. Les gens y vivent mieux. Les récoltes sont bonnes. Et à partir de ce moment-là, la population grossit. Donc, on est à l'étroit dans les remparts, on étend. Donc, on va construire une ville basse qui va entourer la ville haute. Et cette ville basse, elle va elle-même être entourée d'un rempart. Ça, c'est pour l'évolution. Donc vers 2600 avant Jésus-Christ, toutes les villes de ce type-là vont s'entourer d'une ville basse et d'un rempart. Maintenant, tout ça ne nous dit rien de l'organisation interne de ces villes. Alors il y a un outil magnifique, qui est apparu à la fin du siècle dernier,
Pour nous archéologues en tout cas, c'est ce qu'on appelle le géomagnétisme. Il suffit de passer sur le terrain avec des outils appropriés pour avoir une idée de ce qu'il y a dans le sous-sol jusqu'à 2, 3, 4 mètres. Quand les choses se passent bien, ça permet de repérer les vestiges bâtis de ces établissements. Vous pensez bien que quand ça a été possible, eh bien, ça a été réalisé à grande échelle. Et à Huayra, c'est quasiment l'ensemble du site qui a fait l'objet d'un magnétogramme, donc d'une carte géomagnétique, ce qui a permis de découvrir l'organisation de la ville. Alors, on le devine ici, on voit des cercles concentriques. Ça, c'est le rempart extérieur, qui était d'ailleurs précédé par un fossé. Et puis, vous avez ici le rempart intérieur, donc des cercles concentriques, mais aussi des rues radiales qui vont de l'extérieur vers le centre, avec un schéma qui a pu être reconstitué, comme vous le voyez ici sur votre droite. C'est ce qu'on appelle un plan radioconcentrique. C'est la formule qu'eux ont choisie. Ils n'ont pas voulu de plan orthogonal, ils ont voulu un plan radioconcentrique. C'est une autre formule. Elle peut être mise en œuvre aussi facilement qu'un plan orthogonal. Et c'est ce qu'ils ont choisi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans ces villes ? Pour le savoir, on va se transporter sur une autre ville du même type, qui est une ville circulaire à plan radioconcentrique, mais qui est en revanche plus récente que Tel Huayra. C'est le site de Tel al-Rawda, dont on se demande s'il ne porterait pas le nom de Ibal de la steppe. Ça n'est pas démontré. Les villes circulaires dont je vous parle, elles sont nées dans cette zone-là, donc dans le nord syrien. On a parlé tout à l'heure de Nabada, à Barsal peut-être le nom de Tel Huayra, et vers 2500, le modèle s'exporte. Comment ? On n'en a absolument aucune idée. Mais toujours est-il que le même type de ville, vers 2500 avant Jésus-Christ, 2400, apparaît dans la zone levantine, dans une zone quasi désertique, de steppe très aride, qui n'a été colonisée qu'à 2 moments de l'histoire humaine. Le 3e millénaire et la période byzantine, 2 périodes d'optimum climatique. Sinon, pour y vivre, c'est impossible. En tout cas, sans les techniques modernes. Donc encore une fois, un plan magnifique, magnifiquement régulier même. Alors ici, on a un seul rempart, enfin un seul système défensif, parce qu'en réalité, il n'y a pas un seul rempart, mais avec tout un système de rues, vous le voyez, concentrique et circulaire. C'est d'une régularité suisse quasiment. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que sur ce site d'Al-Rawda, alors premièrement, on a un système de fortification qui est incroyable, avec 2 remparts et 2 fossés. Donc ça, c'est le rempart intérieur, qui fatalement devait être plus haut que le rempart extérieur, un avant-mur, pour qu'en cas d'attaque, eh bien, les défenseurs qui se trouvaient en haut du rempart intérieur puissent avoir une vue sur les attaquants qui étaient en contrebas, ce qui permettait aussi certainement de tirer à l'arc. Devant le rempart intérieur, un double fossé. Il est normal qu'un rempart soit précédé d'un fossé, surtout au Proche-Orient. Avec quoi bâtit-on un rempart ? Avec de la terre qu'on mélange à de l'eau et à de la paille. La terre, il faut bien la tirer de quelque part.
on la tire du sol, juste devant l'emplacement du rempart qu'on va construire. Donc au fur et à mesure qu'on construit le rempart, on creuse un trou qui va devenir le fossé lui-même. Donc on fait d'une pierre deux coups. Et là, comme il y a deux murs, certainement, le premier fossé servit à bâtir le premier mur et le second fossé, le second mur. Donc voilà une reconstitution libre, hein, comme celle de Marie au début, de ce qu'a pu être la ville d'Al-Raouda, alors dans un endroit qui est aujourd'hui vraiment semi-désertique. Hein. Mais à l'époque, optimum climatique, il y avait des wadis, il y avait de l'eau, il y avait des champs, etc., etc. La ville elle-même ressemble à celle de Tel Khouera, et il est particulièrement intéressant de noter que dans cette ville, on a ici un très grand sanctuaire qui a son pendant dans un autre cadran de la ville, et il est bien possible qu'il y ait eu aussi, dans les deux derniers cadrans, des bâtiments monumentaux. Ça pourrait vouloir dire qu'en fait, la ville était partagée en 4 cadrans, chacun étant occupé par une communauté, une tribu, qui avait son centre de ralliement, qui se présentait sous la forme d'un temple. Donc voilà où on en est arrivé, en passant du 7e au 3e millénaire, des villes qui s'installent dans le sud de l'Irak à partir du 4e millénaire, qui sont exportées vers le nord, mais sans descendance, hein, au 4e millénaire également, et puis au 3e, un mouvement d'urbanisation endogène qui est proprement nord-syrien, avec l'apparition de villes, cette fois, radio-concentriques. Donc une fois que la ville s'installe dans une région ou dans l'autre, elle se perpétue ensuite. La Mésopotamie ne cessera pas d'être une civilisation urbaine à partir du moment où la ville apparaît. En conclusion, je vous propose de faire un peu le tri dans tout ça. Il s'agit de différencier d'abord la ville organique et la ville neuve. Ce sont juste des notions, ça ne s'oppose pas. La ville organique, c'est celle qui naît à partir d'un établissement préexistant. Uruk, par exemple. Uruk est habité à l'Obeid et va devenir une ville pendant la période qui porte son nom. Et à ce moment-là, on va avoir des établissements, comme ici Rafadjeh, au nord-est de Bagdad, 3e millénaire, des établissements qui présentent des quartiers d'habitation, des temples, de très grands temples, avec un réseau viaire qui ne semble pas spécialement présenter une grande régularité. Ça, c'est la ville organique. Et puis de l'autre côté, il y a la ville neuve. La ville neuve, c'est par exemple Habouba, c'est par exemple Khouera, c'est Raouda. Mais c'est aussi la ville d'Abou Salabir, dans le sud. Alors là, on n'est pas très loin non plus de Bagdad, mais du côté sud-ouest. Comme c'est souvent le cas en Irak, d'époque en époque, l'occupation se déplace. À l'Uruk, on vit ici, surtout. Et puis au 3e millénaire, milieu du 3e millénaire, on va fonder une ville à partir de rien, sur ce qui ici est appelé la butte principale. Donc il y a des villes qui évoluent à partir d'un établissement préexistant, et puis il y a des villes neuves, fondées ex nihilo. Parmi celles-ci, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte, il y a 2 modèles qui prévalent. Alors pour un des premiers urbanistes français, le modèle orthogonal, c'était vraiment le modèle du pauvre d'esprit. Il ne faut vraiment pas avoir d'imagination pour faire ça.
des lignes qui se croisent à angle droit, mais c'est efficace pour construire une ville à partir de rien. Mais l'autre modèle qui est tout aussi efficace, alors là, ici, nous sommes à Abou Salabir, c'est la ville que je vous ai montrée. La ville réelle, évidemment, elle n'est pas totalement orthogonale, mais elle est orthogonale dans l'esprit. Hein. Donc voilà le modèle idéal, et puis voilà la mise en œuvre. C'est la même chose pour Abouba. Et puis l'autre modèle, c'est le modèle radioconcentrique. On fait des ronds concentriques et des radiales, et ça marche aussi très bien. Alors en réalité, en matière d'urbanisme, aucun de ces deux schémas n'est le plus performant. Le schéma le plus performant, c'est le nid d'abeilles, qui n'a jamais été mis en œuvre ou que ce soit. C'est une juxtaposition d'hexagones. Si vous avez un réseau de rues en nid d'abeilles, alors vous allez d'un point à un autre le plus rapidement possible. Mais là, quand même, ça commence à être un peu compliqué. Hein, parce que si vous émigrez à 1000 km, vous êtes un peu fatigué du voyage, et puis en plus, il faut dessiner des hexagones au sol. Bon, ça ne marche pas très bien. Maintenant, si on revient à Mari. Ben Mari, c'est une ville organique ou c'est une ville neuve? Ben en réalité, Mari est fondée 2 fois. Donc elle est 2 fois une ville neuve. Oui, mais après qu'une ville soit fondée, après qu'une ville est fondée, ben elle vit. Donc elle a une évolution organique jusqu'à un moment donné où peut-être elle va disparaître et on la refonde. Hein. Donc il n'y a pas d'opposition totale. Si Mari est aussi une ville neuve, sur quel modèle est-elle bâtie? Est-ce que c'est un modèle orthogonal ou est-ce que c'est un modèle radioconcentrique? Alors c'est difficile à dire, parce que quand vous avez vu l'image, vous avez vu effectivement qu'il y a des radiales. En revanche, il n'y a pas de concentrique. Donc on ne sait pas très bien si ces concentriques ont disparu à cause de l'évolution ou pas. Mais elle n'est pas parfaitement radioconcentrique. Quant à savoir si elle est circulaire, c'est encore une autre question hein, auquel il faudrait pouvoir répondre avec certitude. Une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir dans quel environnement naît la ville. Dans le nord mésopotamien, c'est très clair. Nous sommes dans un environnement de steppe boisé. Il y avait encore des arbres à l'époque. Aujourd'hui, voilà, il n'y en a plus. Il y a un bocteau par-ci, par-là, avec des arbres qui survivent, on ne sait pas comment. Pour le sud, la question est très délicate. Il faut savoir que le sud de l'Irak était très différent au 4e millénaire et au 3e millénaire de ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, la côte du golfe Persique, c'est ici. Et je vous ai parlé d'Eridu, d'Uruk, d'Abou Salabir, je vous ai parlé de Khafadjeh, qui est dans cette zone-là, de Abada. Mais au 4e millénaire, le golfe s'étend jusque dans la région d'Uruk, d'Eridu, remonte très haut aussi ici, si bien que Tigre et Euphrate se déversent dans le golfe séparément, alors qu'aujourd'hui ils se rejoignent pour former un chenal à peu près unique qui est le Châtel arabe. Ce qui fait que nos villes dans l'extrême sud ne sont pas apparues dans un paysage de champs et de pâturages. En partie si, mais pas seulement. Dans toute cette zone-là, on avait un paysage palustre. C'était des marais qui ressemblaient certainement à ce que c'était dans les années 60-70, avant que Saddam Hussein décide de les assécher. Autrement dit, on a des villes dont l'économie était agro-pastorale, très bien,
mais dont l'économie reposait aussi sur les richesses des marais, avec le poisson, avec les oiseaux, migrateurs en particulier, nos cigognes, elles y vont, elles passent par là. Et puis le roseau, qui a été utilisé, mais d'une manière absolument envahissante dans tout le sud mésopotamien. Donc la question est de savoir, ces villes, elles ont fondé leur richesse sur quelle économie exactement? Et d'une région à l'autre du sud mésopotamien, quelle est la différence entre telle et telle ville? Était-elle organisée économiquement et politiquement exactement sur le même modèle? Alors c'est une question qui reste débattue et sur laquelle il y a en ce moment une thèse qui est en train de se faire dans l'Institut également. Une dernière question pour terminer. Je vous ai dit, la ville, dans le sud mésopotamien, apparaît au 4e millénaire. Oui, mais le 4e millénaire, par définition, c'est un millénaire. C'est un peu vague comme datation. C'est un peu vague parce que ce que nous savons, c'est que vers 3400 avant Jésus-Christ, il y a la ville d'Uruk telle que je vous l'ai montrée. En revanche, vers 3500, on ne sait pas trop. Vers 3600, on sait encore moins, et vers 3700, on ne sait pas du tout. Et pour cette raison-là, on a cru que l'invention de la ville était contemporaine d'autres inventions. L'invention notamment d'outils d'administration qui ont fait florès dans la Mésopotamie. Le saut-cylindre, il y en a de très nombreux exemplaires dans l'exposition, c'est une sorte de cachet, sauf que c'est un cachet cylindrique. Donc, on ne tamponne pas, on roule. Et ça, c'est un outil d'administration à l'époque. Et puis alors, l'outil d'administration par excellence, l'écriture, qui apparaît vers 3300 avant Jésus-Christ, peut-être même un petit peu avant. Et la question se pose, est-ce qu'il faut absolument avoir ces outils-là pour que naisse la ville ou pas? Est-ce que déjà vers 3900, est-ce qu'on a déjà des villes? Oui, mais si on a des villes à cette époque-là, alors on n'a pas ces outils d'administration-là. Est-ce que c'est possible? Je vous en laisse juge. Ça, c'est un site néolithique en Amérique latine. Quand je dis c'est un site néolithique, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas le métal, ils ne connaissaient pas l'écriture, on en est sûr, et pourtant, c'est une ville de plusieurs dizaines d'hectares, avec des bâtiments monumentaux, qui ressemblent d'ailleurs d'assez près aux bâtiments monumentaux que je vous ai présentés en Mésopotamie. Dans toute l'Amérique latine, il y a des tours à étages, à degrés, etc. Ça, c'est au 3e millénaire. Nous sommes au Pérou, nous sommes sur la côte pacifique. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'outils d'administration complexes pour créer des villes? Non seulement ça a l'apparence morphologique d'une ville, mais ça a la fonction d'une ville, cet établissement. Autour, il y a des établissements plus petits, ça s'organise par vallée, dans la cordillère des Andes. Et il est évident que cet établissement-là, coordonnait le fonctionnement des plus petits qui étaient autour. Ce qui n'exclut donc pas que l'invention de la ville ait eu lieu avant l'invention de l'écriture et peut-être on arrivera à prouver que Uruk est déjà une ville en 3600, 3700, 3800 avant Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut que les fouilles nous le disent. Merci de votre attention.
S'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. Un micro circule. N'hésitez pas. Oui, merci professeur pour cette belle conférence. On voit régulièrement dans des revues d'histoire qu'on parle de nouvelles villes. Est-ce que ce sont des villes ou des gros villages dans le sud-est de la Turquie, au nord de l'Irak? Donc moi j'ai vu une fois, on parlait d'une ville qui avait 9000 ou 10 000 ans. Qu'en est-il? Merci. Alors il y a un phénomène tout à fait étrange à la fin du néolithique, c'est celui des mégacites qui vont couvrir des surfaces extrêmement importantes avec un habitat souvent assez dense et comprenant également du bâti monumental. Je pense que le site auquel vous faites référence, dans le sud-est anatolien, est le site de Göbekli, avec d'énormes piliers en T qui supportaient une structure gigantesque. On est effectivement aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ, juste vraiment après la dernière glaciation. Et dans ce cas-là, on a l'impression que ce sont des sites de rassemblement plus que des villes au sens de fonction politique. Mais ça pourrait être des sites de rassemblement, de regroupement. Voilà. Mais le phénomène est attesté en Europe également. Merci, monsieur, pour les informations. En revenant au titre de Marie. Et Marie est découverte, où les travaux ont commencé en 1928, sous la direction d'André Parot. Les travaux ont continué jusqu'à 1933. Et on a découvert des milliers. Les textes parlent de 25 000 tablettes d'argile en cunéiforme. Si vous pouvez nous parler un petit peu de ces tablettes d'argile, et la grande majorité ont déchiffré, et un grand nombre existe au Louvre maintenant. Et la deuxième question, pardon, est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de Marie? Et merci. Alors, première chose. Alors non, je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur le site de Marie et je n'ai pas non plus créé l'occasion, tout simplement parce que je travaillais beaucoup plus au nord et que, alors ça n'était pas sur ma route, premièrement, et deuxièmement, ça aurait demandé un voyage, une organisation pour se rendre à Marie. Voilà, ce que je n'ai pas fait et ce que je regrette beaucoup dans les circonstances actuelles, puisque je pense que je ne verrai jamais Marie. La deuxième question. Alors oui, effectivement, il y a des dizaines de milliers de tablettes qui ont été découvertes à Marie. Ce sont pour l'essentiel des tablettes du XVIIIe siècle. Il y a un tout petit lot qui a été trouvé, qui remonte à la fin des dynasties archaïques, plus des inscriptions qui jalonnent l'histoire de la ville. Alors, les tablettes qui datent du XVIIIe siècle, elles documentent en particulier la fin de ce que Jean-Claude Margueron a appelé la ville 3, juste avant que la ville soit détruite par Hammurabi. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette documentation, c'est qu'elle nous informe aussi bien sur le fonctionnement de la ville elle-même en tant que métropole politique. Il est possible, grâce au texte de Marie, de reconstituer une bonne part de la géographie, du paysage nord-mésopotamien de l'époque. Donc d'avoir une idée du fonctionnement politique de ce vaste ensemble.
Mais en même temps, ces tablettes peuvent nous projeter dans l'intimité la plus anecdotique de la famille royale, en nous rapportant par exemple un épisode fâcheux où une des princesses, je crois que c'est Beltoum, est victime d'une insolation. Voilà. Donc c'est vraiment, on peut aller d'un extrême à l'autre, ce qu'on appelle la grande histoire, celle des événements, etc. Et puis celle de ces anecdotes qui touchent en particulier les membres de la famille royale et de la cour et des gens qui les entourent. Voilà. Merci pour votre conférence. J'ai deux questions à vous poser. Vous avez défini la ville en insistant sur le fait qu'on n'a jamais affaire à une ville, mais toujours à des réseaux de villes. Mais la notion de ville est toujours contemporaine aussi d'une opposition structurante entre la ville et la campagne. Alors, ma première question est quel est le rapport, quel est complexe, j'imagine, de cette ville à la campagne ou aux campagnes qui l'environnent. Quelles sont les fonctions en particulier de cette ville politique, religieuse et économique aussi. D'autre part, ces villes ont une stratification sociale. Comment est-ce qu'elles s'inscrivent, cette stratification, comment s'inscrit-elle dans le paysage de la ville? Alors, je vais commencer par répondre à votre seconde question, parce qu'on est à l'intérieur du périmètre des remparts, on va dire. Donc dans la ville elle-même, autant il y a une hiérarchisation du bâti entre, d'un côté, l'habitat, et de l'autre, le monumental qui va être le palais en particulier, le temple. Mais il y a aussi une hiérarchie du bâti à l'intérieur même du résidentiel. On va avoir des maisons plus grandes que d'autres. Donc on va avoir des gigantesques résidences au 3e millénaire. On va avoir des gigantesques résidences dont on sait qu'elles appartenaient à des membres de la très haute société, aux élites politiques, religieuses, etc. Et puis, pour le commun des mortels, les maisons seront plus petites. Donc on a vraiment quelque chose qui s'apparente de très près à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la stratification sociale lisible dans le bâti. Alors c'est évidemment très précieux pour des archéologues, parce que les dizaines de milliers de tablettes dont on vient de parler, on ne trouve pas ça tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les jours des textes pour nous dire, pour nous raconter ce qui se passe. Quelquefois, on est simplement devant des vestiges matériels. C'est le cas à Raoda, c'est le cas à Huera. Et le boulot de l'archéologue, c'est de lire ces vestiges matériels et d'essayer d'en tirer des informations, mais sans avoir aucun texte historique à se mettre sous la dent. Maintenant, l'opposition ville-campagne. Alors là, c'est une question qui est absolument passionnante. Mais il faut savoir que les archéologues se focalisent et se sont focalisés sur les grands sites. C'est une question de stratégie. Et de plus en plus de stratégie financière. Parce qu'il faut qu'il y ait des résultats impressionnants pour pouvoir financer les travaux de recherche. Donc si vous voulez fouiller un village de 2 hectares, ça ne va impressionner personne. Donc souvent, la campagne, on la connaît à travers des prospections. Et maintenant, on la connaît aussi, le processus a commencé en Syrie, on la connaît aussi par les travaux de magnétisme. Parce qu'un site de 2 hectares, ça se fait en une journée. Et on peut avoir le plan du site après quelques heures passées sur le terrain. Donc on peut déterminer l'emplacement de ces sites, on peut quelquefois déterminer leur organisation interne, mais ils n'ont pas suffisamment attiré l'attention. C'est très très clair. Donc ça, cette archéologie du monde rural, il y en a eu trop peu. Ça se met de plus en plus en place, mais on attend les données. On
attend les données sur ce sujet précis. Il y avait une question par ici, je crois. Monsieur, oui. Merci beaucoup pour cette conférence magnifique. Vous avez parlé d'un optimum climatique à ce moment-là, qui a joué visiblement un rôle. Est-ce qu'il y avait quand même un système d'irrigation, des canaux d'irrigation? Et dans ce contexte, s'il y en a eu, ou ailleurs, que pensez-vous de la thèse de Karl Wittfogel sur le despotisme oriental à base de canalisation centralisée? Merci. Alors, il faut bien s'imaginer qu'à partir, alors dans le sud, à partir du 3e millénaire, l'ensemble du territoire du sud mésopotamien est parcouru non seulement par les 2 fleuves, mais par un réseau de canaux qui irriguent l'ensemble du territoire, qui irriguent aussi les terres agricoles, avec une hiérarchie dans les canaux. Il y a des canaux navigables, et puis il y a des canaux qui sont de simples rigoles, voilà, qui vont juste alimenter en eau les laitues. Ça va du fleuve jusqu'à la rigole. Donc il faut s'imaginer le sud mésopotamien comme une espèce de gigantesque Venise, au milieu de laquelle sont plantés les différents établissements, que ce soit des établissements de taille et de fonction urbaine ou des petits villages. La thèse de Wittfogel sur le despotisme oriental, le despote qui contrôle l'eau, donc qui contrôle le peuple, alors était caricaturale. On sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. On sait aussi que les souverains mésopotamiens étaient très soucieux de l'entretien de ces canaux parce que c'était la condition de la survie dans cette zone. Aujourd'hui, il n'y a plus de canaux. C'est désolé. Le problème du sud de l'Irak, ça n'est pas la chaleur, c'est l'eau. Si vous apportez de l'eau à des plantes, même s'il fait 40 degrés, peu importe, elles sont contentes. Il y a de la lumière, il y a de l'eau. Il faut qu'il y ait l'eau. Donc nos souverains mésopotamiens bâtissaient les canaux, les faisaient curer. Quelquefois, quand ils étaient en bisbille avec le voisin, ils coupaient l'eau. C'était aussi un moyen de se venger du voisin dont on était mécontent. On pouvait inonder des terrains entiers, si on le voulait, comme stratégie militaire. Mais en réalité, le souverain n'était pas le seul à décider en la matière. Donc non, toute la puissance du souverain ne reposait pas sur ce contrôle de l'eau. Non, ça serait trop caricatural de dire ça. Dernière question. Pardon. Ah bah là, c'est beaucoup plus tardif. Là, on est à l'époque islamique. Et c'est vrai que Bagdad était, en tout cas le cœur de Bagdad était une ville circulaire. Oui. Et malheureusement, il ne reste rien de cette Bagdad-là. On sait même à peine où elle se trouve. C'est bien dommage. Une toute dernière pour madame. Oui, voilà, j'aurais une question assez générale. D'abord, je reprends ce que vous avez dit, enfin l'hypothèse que vous avez émise, à savoir que la création des villes ne supposait pas l'existence d'outils techniques comme l'écriture ou autre. Évidemment, je pense qu'on peut peut-être même inverser cette proposition et dire que c'est le rassemblement de population qui a permis la création de ce genre de choses. Ça, c'est peut-être une première question. Et la deuxième question, on sait globalement que la ville a plusieurs fonctions administratives, politiques, économiques, religieuses. J'aurais bien aimé avoir votre opinion sur la façon et le pourquoi
du passage de ces gros bourgs, de ces villages et de ces réseaux de villages à des rassemblements plus importants de population qui ont amené justement à ces villes avec leurs fonctions et peut-être la création d'outils nécessaires à ces communications. Voilà. Alors là, j'avoue que vous me posez une colle. Franchement, savoir pourquoi c'est difficile, si déjà on arrivait à savoir comment, ça serait déjà pas mal. Donc le comment, on le voit, c'est-à-dire qu'on a des établissements qui rassemblent de plus en plus de gens. Est-ce que certains établissements étaient mieux gérés? Est-ce que les communautés humaines qui y vivaient y assuraient la prospérité, attirant par là même d'autres personnes? Je ne saurais vraiment vous dire. C'est vraiment, ça reste une énigme pour moi. Hein. Il y a déjà peut-être une raison économique. Est-elle suffisante? Je n'en sais rien. Les êtres humains sont un peu plus compliqués que ça. Ils font souvent même l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, ça marche. Enfin, voilà. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne saurais vous répondre. Merci beaucoup.